Jules Verne, 20 milieux sous les mers, tome 1. Chapitre 24. Le royaume du corail. Le lendemain, je me réveillai la tête singulièrement dégagée. À ma grande surprise, j'étais dans ma chambre. Mes compagnons sans doute avaient été réintégrés dans leur cabine sans qu'ils s'en fussent aperçus plus que moi. Ce qui s'était passé pendant cette nuit, ils l'ignoraient comme je l'ignorais moi-même, et pour dévoiler ce mystère, je ne comptais que sur les hasards de l'avenir. Je songeais alors à quitter ma chambre. Étais-je encore une fois libre ou prisonnier ? Libre entièrement. J'ouvris la porte, je pris par les coursives, je montai l'escalier central. Les panneaux fermés la veille étaient ouverts. J'arrivai sur la plateforme. Ned Land et Conseil m'y attendaient. Je les interrogeai. Ils ne savaient rien. Endormis d'un sommeil pesant qui ne leur laissait aucun souvenir, ils avaient été très surpris de se retrouver dans leur cabine. Quant au Nautilus, il nous parut tranquille et mystérieux comme toujours. Il flottait à la surface des flots, sous une allure modérée. Rien ne semblait changer à bord. Ned Land, de ses yeux pénétrants, observa la mer. Elle était déserte. Le Canadien ne signala rien de nouveau à l'horizon, ni voile, ni terre. Une brise d'ouest soufflait bruyamment, et de longues lames, échevelées par le vent, imprimaient à l'appareil un très sensible roulis. Le Nautilus, après avoir renouvelé son air, se maintint à une profondeur moyenne de 15 mètres, de manière à pouvoir revenir promptement à la surface des flots. Opération qui, contre l'habitude, fut pratiquée plusieurs fois pendant cette journée du 19 janvier. Le second montait alors sur la plateforme et la phrase accoutumée retentissait à l'intérieur du navire. Quant au capitaine Nemo, il ne parut pas. Des gens du bord, je ne vis que l'impassible Stuart qui me servit avec son exactitude et son mutisme ordinaire. Vers 2 heures, j'étais au salon, occupé à classer mes notes, lorsque le capitaine ouvrit la porte et parut. Je le saluai. Il me rendit un salut presque imperceptible, sans m'adresser la parole. Je me remis à mon travail, espérant qu'il me donnerait peut-être des explications sur les événements qui avaient marqué la nuit précédente. Il n'en fit rien. Je le regardai. Sa figure me parut fatiguée. Ses yeux rougis n'avaient pas été rafraîchis par le sommeil. Sa physionomie exprimait une tristesse profonde, un réel chagrin. Il allait et venait, s'asseyait, se relevait, prenait un livre au hasard, l'abandonnait aussitôt, consultait ses instruments sans prendre ses notes habituelles et semblait ne pouvoir tenir un instant en place. Enfin, il vint vers moi et me dit « Êtes-vous médecin, monsieur Aronnax ?» Je m'attendais si peu à cette demande que je le regardai quelque temps sans répondre. « Êtes-vous médecin ?» répéta-t-il. « Plusieurs de vos collègues ont fait leurs études de médecine, Gratiolet, Monquin-Tandon et autres. » En effet, dis-je, je suis docteur et interne des hôpitaux. J'ai pratiqué pendant plusieurs années avant d'entrer au muséum. Bien, monsieur. Ma réponse avait évidemment satisfait le capitaine Nemo. Mais ne sachant où il en voulait venir, j'attendis de nouvelles questions, me réservant de répondre suivant les circonstances. Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, consentiriez-vous à donner vos soins à l'un de mes hommes ? Vous avez un malade ? Oui. Je suis prête à vous suivre. Venez. J'avouerai que mon cœur battait. Je ne sais pourquoi, je voyais une certaine connexité entre cette maladie d'un homme de l'équipage et les événements de la veille, et ce mystère me préoccupait au moins autant que le malade. Le capitaine Nemo me conduisit à l'arrière du Nautilus et me fit entrer dans une cabine située près du poste des matelots. Là, sur un lit, reposait un homme d'une 40aine d'années, à la figure énergique, vrai type de l'anglo-saxon. Je me penchai sur lui. Ce n'était pas seulement un malade, c'était un blessé. Sa tête, emmaillotée de linge sanglant, reposait sur un double oreiller. Je détachai ces linges, et le blessé, regardant de ses grands yeux fixes, me laissa faire, sans proférer une seule plainte. La blessure était horrible. Le crâne, fracassé par un instrument contondant, montrait la cervelle à nu, et la substance cérébrale avait subi une attrition profonde.
Des caillots sanguins s'étaient formés dans la masse diffluente qui affectait une couleur lit de vin. Il y avait eu à la fois contusion et commotion du cerveau. La respiration du malade était lente et quelques mouvements spasmodiques des muscles agitaient sa face. La phlegmasie cérébrale était complète et entraînait la paralysie du sentiment et du mouvement. Je pris le pouls du blessé. Il était intermittent. Les extrémités du corps se refroidissaient déjà et je vis que la mort s'approchait sans qu'il me parût possible de l'enrayer. Après avoir pansé ce malheureux, je rajustai les linges de sa tête et je me tournai vers le capitaine Nemo. « D'où vient cette blessure ?» lui demandai-je. « Qu'importe, répondit évasivement le capitaine. Un choc du Nautilus a brisé un des leviers de la machine qui a frappé cet homme. Mais votre avis sur son état ?» J'hésitais à me prononcer. « Vous pouvez parler, me dit le capitaine. Cet homme n'entend pas le français. » Je regardai une dernière fois le blessé, puis je répondis. « Cet homme sera mort dans 2 heures. » Rien ne peut le sauver, rien. La main du capitaine Nemo se crispa et quelques larmes glissèrent de ses yeux que je ne croyais pas faits pour pleurer. Pendant quelques instants, j'observais encore ce mourant dont la vie se retirait peu à peu. Sa pâleur s'accroissait encore sous l'éclat électrique qui baignait son lit de mort. Je regardais sa tête intelligente, sillonnée de rides prématurées, que le malheur, la misère peut-être, avait creusée depuis longtemps. Je cherchais à surprendre le secret de sa vie dans les dernières paroles échappées à ses lèvres. « Vous pouvez vous retirer, monsieur Aronnax, me dit le capitaine Nemo. » Je laissai le capitaine dans la cabine du mourant et je regagnai ma chambre, très émue de cette scène. Pendant toute la journée, je fus agitée de sinistres pressentiments. La nuit, je dormis mal et entre mes songes fréquemment interrompus, je crus entendre des soupirs lointains et comme une psalmodie funèbre. Était-ce la prière des morts, murmurée dans cette langue que je ne savais comprendre? Le lendemain matin, je montai sur le pont. Le capitaine Nemo m'y avait précédé. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous conviendrait-il de faire aujourd'hui une excursion sous-marine ?»« Avec mes compagnons, demandai-je, si cela leur plaît. »« Nous sommes à vos ordres, capitaine. Veuillez donc aller revêtir vos scaphandres. » Du mourant ou du mort, il ne fut pas question. Je rejoignis Ned Land et Conseil. Je leur fis connaître la proposition du capitaine Nemo. Conseil s'empressa d'accepter, et cette fois, le Canadien se montra très disposé à nous suivre. Il était 8 heures du matin. À 8h30, nous étions vêtus pour cette nouvelle promenade et munis des 2 appareils d'éclairage et de respiration. La double porte fut ouverte et accompagnés du capitaine Nemo, que suivait une douzaine d'hommes de l'équipage, nous prenions pied à une profondeur de 10 mètres sur le sol ferme où reposait le Nautilus. Une légère pente aboutissait à un fond accidenté par 15 brasses de profondeur environ. Ce fond différait complètement de celui que j'avais visité pendant ma première excursion sous les eaux de l'océan Pacifique. Ici, point de sable fin, point de prairies sous-marines, nulle forêt pélagienne. Je reconnus immédiatement cette région merveilleuse dont ce jour-là, le capitaine Nemo nous faisait les honneurs. C'était le royaume du corail. Dans l'embranchement des zoophytes et dans la classe des alcyonnaires, on remarque l'ordre des gorgonaires qui renferme les 3 groupes des gorgoniens, des isidiens et des coralliens. C'est à ce dernier qu'appartient le corail, curieuse substance qui fut tour à tour classée dans les règnes minéral, végétal et animal. Remède chez les anciens, bijou chez les modernes, ce fut seulement en 1694 que le Marseillais Peyssonnel le rangea définitivement dans le règne animal. Le corail est un ensemble d'animalcules réunis sur un polypier de nature cassante et pierreuse. Ces polypes ont un générateur unique qui les a produits par bourgeonnement et ils possèdent une existence propre tout en participant à la vie commune. C'est donc une sorte de socialisme naturel. Je connaissais les derniers travaux faits sur ce bizarre zoophyte
qui se minéralisent tout en s'arborisant, suivant la très juste observation des naturalistes, et rien ne pouvait être plus intéressant pour moi que de visiter l'une de ces forêts pétrifiées que la nature a plantées au fond des mers. Les appareils Ruhmkorff furent mis en activité et nous suivîmes un banc de corail en voie de formation qui, le temps aidant, fermera un jour cette portion de l'océan Indien. La route était bordée d'inextricables buissons formés par l'enchevêtrement d'arbrisseaux que couvraient de petites fleurs étoilées à rayons blancs. Seulement, à l'inverse des plantes de la terre, ces arborisations, fixées au rocher du sol, se dirigeaient toutes de haut en bas. La lumière produisait 1000 effets charmants en se jouant au milieu de ces ramures si vivement colorées. Il me semblait voir ces tubes membraneux et cylindriques trembler sous l'ondulation des eaux. J'étais tentée de cueillir leurs fraîches corolles, ornées de délicats tentacules, les unes nouvellement épanouies, les autres naissant à peine, pendant que de légers poissons, aux rapides nageoires, les effleuraient en passant comme des volées d'oiseaux. Mais si ma main s'approchait de ces fleurs vivantes, de ces sensitives animées, aussitôt l'alerte se mettait dans la colonie. Les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges, les fleurs s'évanouissaient sous mes regards, et le buisson se changeait en un bloc de mamelons pierreux. Le hasard m'avait mis là, en présence des plus précieux échantillons de ce zoophyte. Ce corail valait celui qui se pêche dans la Méditerranée, sur les côtes de France, d'Italie et de Barbarie. Il justifiait par ses tons vifs ces noms poétiques de fleurs de sang et d'écume de sang que le commerce donne à ses plus beaux produits. Le corail se vend jusqu'à 500 francs le kilogramme et en cet endroit, les couches liquides recouvraient la fortune de tout un monde de corailleurs. Cette précieuse matière, souvent mélangée avec d'autres polypiers, formait alors des ensembles compacts et inextricables appelés macchiota et sur lesquels je remarquai d'admirables spécimens de corail rose. Mais bientôt les buissons se resserrèrent, les arborisations grandirent, de véritables taillis pétrifiés et de longues travées d'une architecture fantaisiste s'ouvrirent devant nos pas. Le capitaine Nemo s'engagea sous une obscure galerie dont la pente douce nous conduisit à une profondeur de 100 mètres. La lumière de nos serpentins produisait parfois des effets magiques en s'accrochant aux rugueuses aspérités de ces arceaux naturels et aux pendentifs, disposés comme des lustres, qu'elle piquait de pointes de feu. Entre les arbrisseaux coralliens, j'observais d'autres polypes non moins curieux, des mélites, des iris aux ramifications articulées, puis quelques touffes de corallines, les unes vertes, les autres rouges, véritables algues encroûtées dans leur sel calcaire, que les naturalistes, après longue discussion, ont définitivement rangées dans le règne végétal. Mais suivant la remarque d'un penseur, c'est peut-être là le point réel où la vie obscurément se soulève du sommeil de pierre, sans se détacher encore de ce rude point de départ. Enfin, après 2 heures de marche, nous avions atteint une profondeur de 300 mètres environ, c'est-à-dire la limite extrême sur laquelle le corail commence à se former. Mais là, ce n'était plus le buisson isolé, ni le modeste taillis de base futée. C'était la forêt immense, les grandes végétations minérales, les énormes arbres pétrifiés, réunis par des guirlandes d'élégantes plumarias, ces lianes de la mer, toutes parées de nuances et de reflets. Nous passions librement sous leurs hautes ramures, perdues dans l'ombre des flots, tandis qu'à nos pieds, les tubipores, les méandrines, les astrées, les fongies, les cariophyles formaient un tapis de fleurs semé de gemmes éblouissantes. Quel indescriptible spectacle! Ah, que ne pouvions-nous communiquer nos sensations! Pourquoi étions-nous emprisonnés sous ce masque de métal et de verre? Pourquoi les paroles nous étaient-elles interdites de l'un à l'autre? Que ne vivions-nous du moins de la vie de ces poissons qui peuplent le liquide élément, ou plutôt encore de celle de ces amphibies qui, pendant de longues heures, peuvent parcourir, au gré de leurs caprices, le double domaine de la terre et des eaux.
Cependant, le capitaine Nemo s'était arrêté. Mes compagnons et moi, nous suspendîmes notre marche, et me retournant, je vis que ces hommes formaient un demi-cercle autour de leur chef. En regardant avec plus d'attention, j'observai que 4 d'entre eux portaient sur leurs épaules un objet de forme oblongue. Nous occupions en cet endroit le centre d'une vaste clairière entourée par les hautes arborisations de la forêt sous-marine. Nos lampes projetaient sur cet espace une sorte de clarté crépusculaire qui allongeait démesurément les ombres sur le sol. À la limite de la clairière, l'obscurité redevenait profonde et ne recueillait que de petites étincelles retenues par les vives arêtes du corail. Ned Land et Conseil étaient près de moi. Nous regardions, et il me vint à la pensée que j'allais assister à une scène étrange. En observant le sol, je vis qu'il était gonflé, en de certains points, par de légères extumescences encroûtées de dépôts calcaires et disposées avec une régularité qui trahissait la main de l'homme. Au milieu de la clairière, sur un piédestal de roc grossièrement entassé, se dressait une croix de corail qui étendait ses longs bras qu'on eût dit faits d'un sang pétrifié. Sur un signe du capitaine Nemo, un de ces hommes s'avança et à quelques pieds de la croix, il commença à creuser un trou avec une pioche qu'il détacha de sa ceinture. Je compris tout. Cette clairière était un cimetière, ce trou une tombe, cet objet oblong, le corps de l'homme mort dans la nuit. Le capitaine Nemo et les siens venaient enterrer leurs compagnons dans cette demeure commune, au fond de cet inaccessible océan. Non, jamais mon esprit ne fut surexcité à ce point. Jamais idée plus impressionnante n'envahirent mon cerveau. Je ne voulais pas voir ce que voyaient mes yeux. Cependant, la tombe se creusait lentement. Les poissons fuyaient çà et là leur retraite troublée. J'entendais résonner sur le sol calcaire le fer du pic qui étincelait parfois en heurtant quelques silex perdus au fond des eaux. Le trou s'allongeait, s'élargissait, et bientôt il fut assez profond pour recevoir le corps. Alors les porteurs s'approchèrent. Le corps, enveloppé dans un tissu de byssus blanc, descendit dans son humide tombe. Le capitaine Nemo, les bras croisés sur la poitrine, et tous les amis de celui qui les avait aimés, s'agenouillèrent dans l'attitude de la prière. Mes 2 compagnons et moi, nous nous étions religieusement inclinés. La tombe fut alors recouverte des débris arrachés au sol qui formèrent un léger renflement. Quand ce fut fait, le capitaine Nemo et ses hommes se redressèrent. Puis se rapprochant de la tombe, tous fléchirent encore le genou et tous étendirent leurs mains en signe de suprême adieu. Alors la funèbre troupe reprit le chemin du Nautilus, repassant sous les arceaux de la forêt, au milieu des taillis, le long des buissons de corail et toujours montant. Enfin, les feux du bord apparurent. Leur traînée lumineuse nous guida jusqu'au Nautilus. À 1 heure, nous étions de retour. Dès que mes vêtements furent changés, je remontai sur la plateforme et en proie à une terrible obsession d'idées, j'allai m'asseoir près du fanal. Le capitaine Nemo me rejoignit. Je me levai et lui dis « Ainsi, suivant mes prévisions, cet homme est mort dans la nuit. »« Oui, monsieur Aronnax, répondit le capitaine Nemo. Et il repose maintenant près de ses compagnons dans ce cimetière de corail. Oui, oublié de tous, mais non de nous. Nous creusons la tombe et les polypes se chargent d'y sceller nos morts pour l'éternité. » Et cachant d'un geste brusque son visage dans ses mains crispées, le capitaine essaya vainement de comprimer un sanglot. Puis il ajouta « C'est là notre paisible cimetière, à quelques centaines de pieds au-dessous de la surface des flots. Vos morts y dorment du moins tranquilles, capitaine, hors de l'atteinte des requins. »« Oui, monsieur, répondit gravement le capitaine Nemo, des requins et des hommes. » Fin de la première partie.